Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur la chaîne Twitch du Phocéen. On est ravis de vous accueillir dans votre Salon des légendes. C'est le Salon des légendes. Et aujourd'hui, comme invité, nous accueillons... il a été champion de France à de multiples reprises, champion d'Europe, international français invaincu. Il est le minot qui est allé décrocher l'étoile. Merci Eric Dimeco d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Bonjour à tous et merci pour la présentation. J'aime bien la dernière formule là. Ouais, le minot qui est allé décrocher l'étoile. J'aime bien. C'est vrai. Oui, ça représente un petit peu finalement ma carrière ici. Oui. Et maintenant, il continue de distribuer les tacles sur les plateaux et en tant que consultant, on en parlera pendant l'émission. Et évidemment, pour le torturer pendant 1 heure. Oui, on parle de torture. Torturer, c'est un grand mot. C'est Marjorie, la charmante Marjorie qui est avec nous. Merci Marjorie. Merci Eric, merci d'être là. C'est un honneur pour nous. Voilà. C'est gentil, merci. Donc on a tellement de choses à dire sur toi, que ce soit sur ta carrière footballistique ou ton après-carrière, tes multiples reconversions, qu'on ne savait pas vraiment par quoi commencer. Donc le plus simple est de commencer par le commencement. C'est une bonne idée, ouais. Ouais. Tu es natif. Même si c'est loin maintenant, je ne sais pas si je vais me souvenir de tout, attention. Non, mais on est là pour te le rappeler. On ne donne pas les dates alors. Non, on ne donnera pas les dates. Une ou deux. Allez. Une ou deux. Tu es natif d'Avignon, tu passes ton enfance là-bas. Oui, dans un village du Vaucluse, Robion exactement, petit village du Luberon. Côté. Et l'on t'attribue donc le surnom du Petit Cruyff. Donc moi j'aimerais en savoir plus, d'où vient cette passion pour le foot. Voilà, explique-nous un peu. Bon, la passion pour le foot, elle est finalement naturelle quand tu es gamin, que tu vis à côté d'un stade qui à l'époque était ouvert tous les jours aux 4 vents. Donc je passais ma vie entre l'école et le stade. Père italien qui... écouter à la radio tous les week-ends les matchs en italien du championnat italien. Et puis voilà, ça naît naturellement dans la cour d'école et sur le terrain du village avec mes potes. Et puis j'ai très vite senti que c'est ce que je voulais faire, même si je m'en cachais et que j'en parlais pas. Parce qu'à l'époque, c'était pas un métier... quand j'étais tout gamin, donc dans les années 60, fin des années 60, qu'à l'école, on me demandait qu'est-ce que je voulais faire quand je serais plus grand. Les gamins, ils disent toujours pompier ou machin pour faire bien, mais moi, dans ma tête, je voulais déjà faire ça. Mais c'était pas un métier glamour. Pour beaucoup, c'était pas un métier accessible. Oui, et puis c'était pas comme aujourd'hui où, pour beaucoup de gamins, on sait que ça peut devenir un métier, même quand on n'a pas un très très grand niveau, parce qu'on peut jouer au football, être professionnel, partir à l'étranger, en faire son métier, bien vivre et faire vivre sa famille. Voilà, et puis naturellement, petit à petit, j'ai gravi les échelons jusqu'à l'histoire du Petit Cruyff, parce que je vais la raconter celle-là, parce que je me fais chambrer à la radio notamment quand j'ai raconté cette anecdote. C'est quand je jouais à l'MJC d'Avignon, sur un tournoi international, après un match, on avait joué contre une équipe allemande et l'entraîneur de l'équipe adverse était venu vers moi et m'avait remis, alors c'était pas les pins à l'époque, c'était des espèces de fanions au bout d'une aiguille là qu'on plantait et il m'avait donné le fanion de son équipe en me disant dans un français balbutiant pour le Petit Cruyff, parce que je jouais attaquant et puis j'avais la même coupe que Cruyff, c'était les années 70 et que j'étais technique et élégant. Voilà, c'est pas l'image que j'ai aujourd'hui du joueur que j'étais, mais c'était la réalité et c'est pour ça que j'aime raconter cette histoire-là, parce que voilà, ça va à l'opposé de ce que j'ai pu être et de ce qu'on me rend moi encore aujourd'hui. Ok, et c'est donc naturellement... Ouais, elle est top parce que ça permet de basculer sur le naturellement, tu l'as prononcé plusieurs fois. Naturellement, tu intègres donc l'Olympique de Marseille en 1980. C'est ça. Mais dans une situation assez délicate parce que le club est relayé en D2, est en liquidation judiciaire. Ouais. Donc, le club instaure un projet que l'on appellera les Minots et qui permet à ce même club de ne pas être relégué en 3e division. Explique-nous un peu. Voire même de disparaître, de déposer le bilan. C'est simple, moi j'arrive, le club vient de descendre en 2e division. Il faut savoir que l'année d'avant, l'équipe descend avec une multitude d'internationaux, puisque Didier Six était là, Marius Trésor était là. Enfin bon, il y avait que des internationaux. Même le peu d'étrangers qu'il y avait étaient internationaux. Donc c'était une grosse machine, l'OM, à la fin des années 70. Et malheureusement, année 79-80 catastrophique, l'équipe descend en 2e division et
Et cette même année, moi, j'ai un choix difficile à faire entre 3 clubs pour intégrer un centre de formation. J'avais Cannes, Nîmes et l'OM. Cannes qui était un super centre de formation à l'époque. Cannes qui était un super centre de formation. Nîmes, en étant, moi, du Vaucluse, c'est quand même le club... Il y a 2 clubs qui sont proches et attirants, c'est Nîmes et l'OM. Nîmes était, je crois, toujours en première division à l'époque. Mais... Le choix du cœur, pour moi, c'était évident d'aller à l'OM, même en étant en 2e division, d'intégrer ce centre de formation-là. Le club n'avait pas une réputation de club formateur en plus à l'époque, donc... mais par... Oui, mais à l'époque, c'était vraiment un club qui aimait les stars et peu de joueurs du centre de formation intégrer l'équipe première. Oui, c'est peut-être un peu le cas aussi aujourd'hui. Et donc, oui, j'ai fait un choix un peu risqué, le choix du cœur, et qui s'est avéré finalement catastrophique parce que l'équipe végétait en 2e division et surtout avait de gros problèmes financiers. Et puis, les professionnels, pour pouvoir finir la saison, les professionnels ont été tous licenciés. Et pour finir la saison, il restait 6 matchs. Et la Ligue avait dit, il faut finir avec les jeunes du centre de formation pour pouvoir au moins valider le championnat, pour essayer de ne pas descendre en 3e division, parce que là, ce serait vraiment la catastrophe. Et on va essayer de trouver des repreneurs. Et voilà la fameuse épopée des minots. Et c'est super d'en parler d'ailleurs, parce que cette période, c'est fin de saison 80-81, donc avril 81. Et... cette année, on va fêter les 40 ans de cette épopée-là. Je sais que beaucoup de joueurs de l'époque des minots se débattent pour justement faire un joli reportage sur cette période-là, parce qu'on a oublié tous ces garçons qui étaient, pour la majorité, marseillais, fous de l'OM, pétri de talent, parce que sur les saisons d'avant, il y avait eu champion de France cadet et vainqueur de la Coupe Gambardella. Donc la génération Marc Lévy, Anigo, Lopez, Caminiti, De Bono, De Falco, je vais en oublier, excusez-moi les gars, Marc Pascal, qui ont permis au club plus tard de remonter de 2e division en 1re division. Mais cette période-là est une période très particulière dans l'histoire du club, héroïque, oubliée aujourd'hui. J'en ai été longtemps le seul rescapé, notamment dans les années 90. Je me suis senti, un peu le porte-drapeau de cette génération-là. J'en avais parlé après la finale en 93, parce que je pensais à eux. Et je trouve que c'est l'histoire du foot, on a oublié cette période-là, et c'est bien qu'il y ait une initiative là pour les 40 ans, parce que pour avoir un avenir radieux, il faut se souvenir de son passé, il faut surtout honorer les périodes, les gens qui ont œuvré dans des périodes compliquées, et tous ces joueurs-là l'ont fait. Voilà. Donc d'abord je les salue, et j'espère qu'il y aura un beau reportage cette année, parce que c'est une année importante pour cette génération-là. Et on a hâte de le voir, ce reportage. Alors Marjorie, on a un petit joueur là, donc c'est son pseudo, qui nous dit quoi, des Marseillais à Marseille, mais où va le monde à l'époque? Ah, c'est dingue, c'est dingue, fou, c'est pour ça qu'il y a ce projet de mémoire, parce que oui, c'était que des petits Marseillais de tous les clubs de Marseille. José était de Consola, Jean-Charles de Bono était de Caillol ou de Michelis. Enfin, il y avait tous les quartiers qui étaient représentés, puis il y avait surtout c'était pour se souvenir et pour imaginer ce que c'était, c'est 2 équipes qui ont été les cadets et les juniors champions de France de leur génération. C'est-à-dire qu'il y avait, et beaucoup étaient en équipe de France à l'époque, et je le répète, ces garçons-là ont percé à un moment donné, parce qu'il y a eu cette situation-là, parce que sinon ils jouaient très peu. Il n'y avait que des stars, il n'y avait que des internationaux dans les équipes de la fin des années 70. C'était dur pour un jeune de jouer. Voilà ce qu'était l'OM. Et voilà ce qui s'est passé. Et moi, j'ai en mémoire toujours d'une une du Provençal de l'époque, ou du Méridional, puisqu'il y avait plusieurs journaux à l'époque qui parlaient de l'OM, avec devant le stade Vélodrome un vieux monsieur qui était là tous les matins quand les joueurs venaient à l'entraînement, qui pleurait parce qu'il y avait l'annonce du dépôt de bilan de l'OM. C'était mars-avril 81, quoi. C'est-à-dire que le club
allait disparaître. Et il y a des dirigeants du football français qui lui ont tendu la main et il y a eu des gamins qui ont permis que le club puisse continuer sportivement à jouer en deuxième division parce que ça aurait pu être catastrophique. Tout à fait. Et tu es donc prêté à Nancy et à Martigues. Et justement, est-ce que tu peux, avec cette expérience, nous dire pour un joueur actuel s'il est préférable de rester en réserve ou d'évoluer dans le championnat inférieur ? Ben, moi, j'avais fait le choix. Alors, il faut savoir que en 80, l'équipe remonte 84-85. Moi, je joue mes premiers matchs en première division à ce moment-là. Mais c'est vrai que Bernard Tapie, quand il rachète le club en 86, Michel Hidalgo arrive dans la foulée, Gérard Banide aussi, et le club redevient très ambitieux avec un recrutement Alain Giresse, Gingini, Papin, Cuben, Karl-Heinz Foster. Donc là, d'un coup, l'avenir s'obscurcit pour notre génération. Le choix est vite fait à ce moment-là, quand je comprends que je ne vais pas beaucoup jouer, que je ne rentre plus dans les plans. J'ai l'AS Nancy-Lorraine qui était... un club aussi qui a eu son heure de gloire. Aldo Platini, le papa de Michel, était dirigeant au club. J'avais flambé cette saison-là contre eux et il me propose de venir. Il voulait Bernard Zégnier qui était à l'OM à l'époque. Il voulait Bernard Zégnier qui connaissait bien le club, qui avait joué là-bas, et Bernard, lui, allait jouer à Metz, avait préféré aller jouer à Metz parce que son beau-père était président de Metz. Et c'est lui qui avait dit, mais il y a le petit jeune là qui... Et à l'époque, tu jouais attaquant. Je jouais attaquant, je jouais les gauches, ouais. Et donc je suis arrivé à l'AS Nancy-Lorraine avec comme coach Arsène Wenger qui débutait sa carrière. Et c'est là-bas que j'ai... que tu as retrouvé plus tard à Monaco. Que j'ai retrouvé plus tard à Monaco. Et c'est là-bas que j'ai, pour la première fois, reculé sur le terrain parce que... devant, j'avais déjà joué en première division attaquant. Hein. J'étais un bon joueur, mais je plafonnais dans un football où on commençait à jouer à 2 attaquants de pointe, où quand tu étais attaquant de pointe, il fallait marquer. Moi, je marquais pas beaucoup, j'étais un ailier à l'ancienne. Et donc, petit à petit, on m'a fait reculer sur le terrain. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ma voie vers le haut niveau. Et puis surtout que j'ai pu réintégrer l'OM, puisque l'année d'après, je suis allé à Martigues. Parce que c'était pas le moment de revenir, mais j'avais continué à jouer un petit peu plus bas sur le terrain, et puis il y a eu la saison 88-89 où Gérard Banide me fait me revenir avec comme deal on a besoin d'un arrière gauche, je sais que tu peux le faire, on part en forêt noire, tu as 15 jours pour me montrer que tu peux le faire, et là pensez bien que je faisais les centres et je reprenais la tête en même temps tellement que je voulais jouer. Donc ouais. Et justement. Juste une petite seconde, Marjorie, parce que je voudrais évidemment remercier nos sponsors, Héros de Santé et le SAT, spécialisés dans la crypto-monnaie. Merci à eux qui nous permettent de présenter cette émission. Merci beaucoup. Et autre petite chose, essaie de garder ton micro devant, comme ça on t'entend bien parce que il se balade un peu. Merci beaucoup. C'est vrai que je bouge beaucoup. Justement, tu retournes à l'OM avec Bernard Tapie comme président et tu es le seul joueur du centre de formation. Donc vous allez écrire l'histoire. Tu fais partie de l'histoire. Oui, parce que j'ai eu la chance de revenir donc à un moment donné où le club avait pris une autre dimension et où les ambitions étaient énormes. Chaque année, le recrutement montrait les ambitions de Bernard Tapie et du club. Et moi, quand je reviens, c'est la génération Gaëtan Huard, Franck Sauzet, Karl-Heinz était toujours là. Il y avait Philippe Vercruis. Voilà, donc il y avait eu un gros recrutement. Eric Cantona qui était arrivé aussi en 88 avec moi. Et voilà, là, il y avait encore de l'insouciance dans l'effectif parce que l'équipe n'avait pas encore gagné. Mais par contre, les ambitions étaient énormes. Et il se trouve que cette année-là, on fait le doublé Coupe-Championnat. Dans une ambiance particulière. Le seul bémol, on va dire, ou le seul regret que j'ai de cette période-là, c'est que Gérard Banide, qui m'avait donné ma chance, n'était resté que très peu de temps. Mais par contre, l'entraîneur qui l'avait remplacé, c'est Gérard Gilly, qui était mon entraîneur du centre de formation et qui me connaissait par cœur. Donc, j'étais un petit peu dans un fauteuil, du coup. Et Gérard a continué à me faire progresser à ce poste d'arrière gauche. Et cette saison, elle est particulière pour moi parce que je parlais d'insouciance parce que même si les ambitions et les objectifs de Bernard Tapie étaient élevés, on n'avait encore rien gagné, surtout
il nous mettait la pression, mais sans plus. C'est-à-dire que cette saison du doublé, elle est extraordinaire. Il y avait les gens qui venaient nous voir à l'entraînement, ils devaient se demander comment on faisait pour gagner le samedi, tellement que on s'amusait à l'entraînement et qu'on déconnait, qu'on faisait même n'importe quoi. Mais quand tu gagnes tous les samedis, le coach, il est là pour faire de la tactique, voilà, mais pour veiller à ce qu'il y ait cette fameuse bonne humeur. Donc on faisait beaucoup de jeux et on a passé une saison merveilleuse avec ce doublé et cette finale de Coupe de France contre l'AS Monaco qui pour beaucoup reste comme une des 2-3 plus belles finales de Coupe de France avec ce match de JPP. En face il y a Marcel Dib qui fait aussi un festival, il met 2 buts, Marcel, si je me souviens bien. Ouais, ce titre, la bise de JPP à François Mitterrand, la fête derrière à Paris, je me souviens de tout, quoi. J'avais fini en travers, et c'est génial, quoi. Et après, je ressors cette saison parce qu'après les objectifs sont devenus très très élevés et surtout la pression que nous mettait le boss était élevée aussi, quoi. Donc derrière c'était normal qu'on gagne, ne pas gagner était anormal, alors que là cette saison là voilà, c'était les premiers titres et du coup on était un petit peu plus tranquille. Derrière ça a été la pression est devenue rude et on s'est éclaté, mais c'était plus pareil, c'était différent. 1990 demi-finale Coupe d'Europe, donc contre le Benfica, match aller, vous gagnez 2-1, match retour, il se passe quelque chose d'assez incroyable sur la main de Vatin, le but est accordé. Ouais. Donc tu gardes quel souvenir de cette période ? Je pars du principe que pour gagner des grands titres, et notamment la Coupe d'Europe, il faut souffrir, quoi. Elle ne se donne pas facilement, cette compétition. Et il se trouve que nous, on a beaucoup souffert parce qu'il y a ce fameux épisode de la main de Vata et de Benfica qui a été très douloureux parce qu'on fait un match aller extraordinaire. Enzo Francescoli est stratosphérique, il est pas récompensé de son match, on doit le gagner 3-4-1, finalement on gagne que 2-1, le match retour on est solide, on a des occasions, on sait qu'ils ont peur de nous, mais on sait que c'est une équipe redoutable aussi, puisque c'est un grand Europe, le Benfica à l'époque. Et puis il y a cet événement qui moi m'a marqué particulièrement parce que j'étais au marquage de Vata et j'ai vu tout ce qui s'est passé. Moi j'ai des copains sur le terrain qui n'ont pas vu ce qui s'est passé, ceux qui étaient au premier poteau notamment. Moi je l'ai vu, il me l'a fait devant. Je suis persuadé sur le coup que tout le stade l'a vu et que les arbitres l'ont vu. Quand on voit les images, on comprend que le juge de touche ne peut pas l'avoir et que l'arbitre est caché au premier poteau. Voilà, et c'est un des épisodes qui font aussi la légende du foot, quoi. On parle toujours d'erreurs d'arbitrage à la Coupe du Monde ou en Coupe d'Europe ou de buts fabuleux. Voilà, ça fait partie du football. Et je pars du principe que pour la gagner en 93, il fallait passer par là. Parce qu'on est tous devenus aussi peut-être un peu plus réaliste, un peu plus rigoureux sur le terrain. Et puis, pour gagner contre un grand Europe, il faut être un grand Europe et on n'était pas un grand Europe à l'époque. Voilà. Et donc, c'est une étape vers le titre de 93. Aujourd'hui, je le prends comme ça. J'aurais pas fait de finale derrière. Ce serait gravé à vie et ça resterait un souvenir terrible. Quand derrière, on connaît l'histoire, voilà, ça peut pas être. C'est une étape, un épisode. Mes copains qui se sont arrêtés à ce moment-là doivent encore avoir des regrets parce que ils ont vu les épisodes derrière et notamment la victoire et ils sont voilà et c'est terrible parce que il y avait une ambiance après le match qu'on peut pas décrire tellement qu'on savait qu'on était passé à côté d'un truc formidable et surtout c'était retrouver le Milan AC qui était le Graal à aller chercher à l'époque. Voilà, on les aurait rencontrés un an plus tôt. Bon, on ne sait pas ce qui se serait passé. Il faut passer par toutes les étapes, mais c'est quand même assez dommage. Surtout qu'en 1993, donc, il y a l'affaire l'OM 20. Donc on vous retire le titre de champion et vous êtes exclu de tout championnat d'Europe. Et c'est à cette période donc, que tu décides de finir ta carrière professionnelle à Monaco. Oui, alors il y a des étapes, puisqu'il y a Bari avant, avec la finale perdue au pénalty. Là, pareil, c'est
une finale de Coupe d'Europe des clubs champions, ça s'appelait comme ça encore à l'époque, c'est déjà, quand tu en fais une dans ta carrière, déjà c'est beau. La gagner, c'est le Graal. Et on est tous persuadés qu'on a laissé passer notre chance à vie après ce match-là. On élimine le Milan AC en quart de finale. On pense qu'on a un boulevard pour aller le gagner, ce titre-là, et le perdre. Moi, franchement, je pense que j'aurais plus l'occasion de faire de finale et que j'aurais plus l'occasion de retoucher à ce niveau-là. Et aujourd'hui, je considère ça comme une étape pour aller chercher le titre de 93, mais ça a été très douloureux parce que finalement, de cette équipe-là, on n'est resté que 3 2 ans après, alors que 2 ans c'est court. Quand on pense qu'on était Abedi, Basile et moi les seuls rescapés de cet épisode-là, c'est preuve que il y avait eu beaucoup de casse après cette défaite-là parce que le boss était déçu, nous en voulait, nous on s'en voulait aussi, et il y avait eu tout un renouvellement d'effectifs pour aller chercher ce titre de 93. Ce titre de 93 est le sommet de ma carrière, gâché par l'affaire au MVA, mais à l'arrivée, moi je pars du principe que je garde que les bons souvenirs de ma carrière et les mauvais je les évacue. Au MVA a été une sale histoire qui nous a pourri le plaisir de la victoire en 93. Ça a pourri même la vie de certains copains à moi qui ont été très embêtés dans cette histoire-là, le boss aussi, et le club surtout a été pénalisé lourdement. On n'a pas pu défendre notre titre de champion d'Europe sur la Coupe intercontinentale qui aurait pu nous faire champion du monde des clubs. On aurait été les premiers Français. C'est une période particulière, mais ce club-là, on le sait. Moi encore plus. Je suis arrivé dans ce club il y a 40 ans, on en parlait tout à l'heure, il a failli disparaître quand je suis arrivé, il est devenu très grand, il a eu des bas, très bas. Voilà, c'est ce qui fait aussi que ce club-là est particulier, qu'il y a un attachement particulier de la part des supporters. Voilà, ça fait partie des péripéties de la vie, et c'est vrai qu'après j'ai fini ma carrière à Monaco où j'ai été longuement blessé, et j'ai eu une fin de carrière un peu en queue de poisson à cause d'une grave blessure au genou. Voilà, je retiendrai de mon passage à l'AS Monaco d'abord un autre titre en 97, des copains et des joueurs merveilleux que j'ai toujours plaisir à croiser, et puis ça m'a permis de pouvoir vivre en équipe de France une compétition finale en 96 qui était mon grand regret finalement, donc de ne pas faire de compétition finale avec l'équipe de France. Donc j'ai pu faire l'Euro en Angleterre, et voilà, donc et puis après ça c'est fini, mais ça se finit toujours, hein, je savais depuis le début que ça se finirait un jour. Donc oui, effectivement, il ne faut pas oublier que tu étais en équipe de France, bilan assez positif parce que sur 23 matchs, 18 victoires et 5 nuls, donc c'est assez incroyable quand même. Ouais, ça fait partie des... Alors déjà, goûter au maillot bleu, c'est le but aussi de tout joueur. Quand on commence cette carrière, on veut gagner des titres avec son club. Moi, j'ai eu la chance d'en gagner avec mon club de cœur, mais aussi on veut goûter à l'équipe de France. Moi, j'avais pas fait de sélection de jeunes. Je suis allé directement en équipe de France A. J'ai eu la chance aussi d'être appelé pour la première fois par Michel Platini. Donc, c'est toujours un peu particulier aussi d'être appelé pour la première fois, de se retrouver au rassemblement avec Michel Platini, même si je l'avais croisé quand je jouais à Nancy. Et oui, c'est une fierté d'avoir porté ce maillot-là. C'est une fierté aussi d'avoir été 2 fois capitaine, quand Aimé Jacquet me rappelle, notamment sur un match en Roumanie qui était un peu le tournant de la génération championne du monde derrière, puisque si on perd ce match-là, on ne fait pas l'Euro 96, et je pars du principe que l'Euro 96 est l'acte fondateur de cette génération-là. Et donc Aimé, qui m'aimait beaucoup, m'a donné le brassard en Roumanie, et contre la Belgique, un match amical de préparation à l'Euro. Et puis oui, j'ai cette stat que finalement j'ai découvert sur le tard, finalement, parce qu'on ne se rend pas compte quand on joue.
Mais oui, 23 sélections, 23 fois titulaire, parce que j'ai jamais été remplaçant ou j'ai jamais remplacé. Chaque fois que j'ai porté le maillot, c'était en tant que titulaire. Et puis 18 victoires et 5 nuls, ouais. Et puis alors c'est rigolo parce que de temps en temps, ce record ressort quand il y a eu le petit Pavard, je crois, à un moment donné, puis peut-être le titiller. Et voilà, donc de temps en temps, il y a un joueur qui et donc on ressort les stats, les vieilles stats, et puis on se rend compte que j'étais dans ces stats-là. Bon, c'est une petite fierté. Vu que les jeunes maintenant ne nous connaissent que sur les réseaux sociaux ou sur les Wikipédia, là, les trucs comme ça. Donc, quand papa me dit à un petit jeune, tiens, voilà, le monsieur, c'est ça, hop, alors je sais qu'ils vont voir un peu et dire, tiens, c'est sûr. Ça revient. 23 matchs titulaires. Voilà. Bravo. Merci. Là, on a une question j'en profite, j'en glisse une, de Aldorge, justement, Aldorge77, qui nous dit: bonjour Eric, pour toi, quel est ton plus beau match en tant que joueur, le plus beau match que tu aies joué, et le plus beau match en tant que supporter? Waouh, elle est compliquée. Tu es obligé, quand tu dois répondre à ce genre de questions, tu es obligé, parce que moi j'avoue que je n'ai pas une grande mémoire des matchs et ni de mes performances personnelles. Par contre, je suis obligé d'en sortir 2. Parce que finalement j'ai pris mon pied dans la victoire. Voilà, être beau, si tu perds, c'est pas très intéressant. Et donc, je parlais de la finale de la Coupe de France, qui est mon premier grand titre, finalement, avec le titre de champion cette année-là. Et donc, ce match est fabuleux. Et donc, voilà. Et puis la finale de la Ligue des Champions, obligatoirement, parce que j'ai senti à la fin du match... C'est rare quand tu sors d'un match où tu sens que tu as écrit un truc important. Tu peux t'en rendre compte quand tu te balades en ville derrière, que tu as procuré du bonheur aux gens et que les gens sont fiers de ce qu'on a pu faire. Voilà. Mais là, quand même, sur le terrain, quand moi j'ai des souvenirs impérissables, je le raconte chaque fois quand on me demande de parler de cette finale de 93, mais du coup de sifflet final de l'arbitre. J'ai ce truc-là dans les oreilles encore et surtout la manière dont mon corps s'était vidé et que tu te dis putain là tu es rentré dans l'histoire, tu vois. Je veux dire, il y a pas de quoi, tu vois, mais là tu te dis merde, là il y a un truc de dingue qui s'est passé, quoi, voilà. Et après de matchs auxquels j'ai assisté, waouh. Alors j'avais assisté quand j'étais parti à Monaco, j'étais revenu voir un match de Coupe d'Europe, c'est Sion, le fameux. Et j'avais amené mes copains, il y avait Enzo Schifo, il y avait Sonny Anderson qui avait joué ici avec moi aussi, et Patrick Londo. Donc on était partis tous les quatre dans une voiture pour venir voir le match. Et quand on joue, on se rend compte de l'ambiance, on s'en inspire pour se motiver, mais être ce soir-là au stade avec ce qui s'était passé, c'était ouais, tu es dans la tribune et là c'est ça là que tu te rends compte que ouais, ce public et ce stade est particulier, quoi. Après j'y suis revenu pour commenter les matchs. Moi j'adore quand je viens au stade Vélodrome. J'adore retirer mon casque de commentateur pour entendre l'ambiance, parce que quand tu as le casque, tu n'entends pas bien l'ambiance. Et je fais ça qu'à 2 endroits dans le monde, c'est au Stade Vélodrome et en Turquie, parce que la Turquie, c'est dingue aussi. Voilà. Et c'est vrai qu'au Stade Vélodrome, quand tu enlèves ton casque et que tu commentes un match, tu vois la différence, quoi. Il y a des stades où tu vois pas la différence. Le Stade Vélodrome, c'est ouais. Et c'est vrai que quand tu reviens comme spectateur ou quand tu reviens pour bosser, tu te rends compte que en plus le nouveau stade il est beau. Hein. Quand il est plein, quand ça fait du bruit, c'est beau. Il y a un autre match qui me revient en mémoire, peut-être. Au niveau intensité incroyable, c'est l'OM PSG de 93, justement, 3 jours après. Ouais. C'était incroyable ce match. Ouais, c'est vrai. J'aurais pu citer celui-là aussi. J'aurais pu citer celui-là, mais moi j'étais. Vous aviez tous là. Ouais. Moi j'étais Carbo. Voilà. J'étais Carbo et j'avais pas été, j'avais pas fait un grand match, quoi. J'ai eu du mal à. Ça avait été difficile. En plus, le match était tendu. On s'était chauffé dans le tunnel déjà à la mi-temps avec les Parisiens. J'avais eu un épisode avec David Ginola sur le terrain un peu
un peu malheureux, où on en a beaucoup parlé après derrière, où je lui avais mis une taquet sur le terrain parce que c'était des matchs particuliers. Oui, quoi. Oui, donc j'avais pas le résultat extraordinaire, le but de Basile est extraordinaire, le stade était, mais moi j'étais dans un état de nerfs que j'ai pas kiffé ce match-là finalement. J'ai kiffé après coup. Oui, le résultat. Voilà, le résultat et revoir ce but de Basile et on sait que derrière ça amène le titre, mais sur le match, j'avais souffert ce soir-là. J'avais souffert physiquement, dans ma tête, j'étais nerveux. Mais pour les supporters, c'est mémorable, c'est clair. Parce que tu en avais soulevé quelques-uns de Parisiens ce jour-là. Oui, non, mais j'étais pas le seul, attention, on avait une équipe de souleveurs là. Donc, mais moi, j'avais été particulièrement, j'avais pas bien dormi après le Munich. C'était un peu particulier, ouais. Alors, grosse reconversion, en 2000, tu deviens manager de l'Olympique de Marseille, mais tu arrives dans une position assez délicate parce que le club est 15e du classement. Donc, est-ce que ça ne te permet pas de faire un parallèle avec la situation du club actuel ? Oui, c'est marrant parce que j'ai reparlé. C'est pas une période dont j'ai beaucoup parlé. Moi, j'ai évacué. Hein. J'ai toujours été conscient que dans ce milieu-là, il y a des bons, et puis il y a des mauvais moments, et puis des fois tu donnes des coups, et puis des fois tu en prends. Et j'avoue que j'en ai souffert parce que j'ai pris beaucoup de coups. Je suis arrivé par accident finalement à ce poste-là. Je l'ai raconté récemment à la radio quand on parlait de ce qui s'était passé à la commanderie avec les supporters. Il se trouve que moi je supervisais des matchs et des joueurs à l'époque pour le club, et que j'étais pas en prise directe avec l'équipe première, et le jour où il y a l'incident à la commanderie déjà avec les supporters, je passais là pour rendre un rapport, si je me souviens bien, et le président Yves Marchand de l'époque, qui connaissait pas bien le club, avait été très touché par ce qui s'était passé. Et surtout, il avait été très touché de la manière dont les supporters m'avaient traité, alors qu'ils venaient demander des comptes aux joueurs, qu'ils avaient brûlé des voitures. Enfin, c'était très chaud. Et là, comme il y avait état de crise, comme ce qui s'est passé là, quoi, et qui m'avait vu évoluer, parce que les supporters étaient plus que respectueux avec moi, et ce jour-là, il s'était dit, putain, mais c'est lui qu'il nous faut pour éteindre le feu. Et donc, en réalité, je suis pas arrivé à ce poste-là pour les bonnes raisons et au bon moment. Je venais d'arrêter ma carrière. On ne devient pas directeur sportif ou manager sportif d'un club à 35 ou 36 ans, sans réseau, dans une période chaotique, et surtout juste pour éteindre le feu, quoi. Voilà, bon, moi j'y suis allé parce que je devais être un peu con d'abord, et puis peut-être que c'était difficile de refuser même d'aider le club dans un moment difficile, quoi. Et c'est vrai que là, pendant la période qui vient de se passer, où ça a été un peu chaud, et où il y a des gens qui ont commencé à parler de moi pour un éventuel retour au club, j'ai expliqué que j'avais tellement souffert de cette période-là, et que j'avais été meurtri par ce qui s'était passé, pas à la commanderie, mais derrière, parce que j'avais été licencié de manière un peu violente, et que voilà, c'est toujours des périodes de vie un peu compliquées. Donc j'avais dit, moi j'ai eu une expérience tellement malheureuse, et je sais tellement que quand on ne vient pas pour les bonnes raisons dans un club, soit tu viens parce que tu es compétent et que tu amènes un savoir-faire et que c'est ton métier, tu viens pas parce qu'il y a le feu, ou que tu connais les supporters, ou que les gens sont gentils avec toi, quoi. C'est pas ça, quoi. Donc voilà, donc la situation, on en parlera sûrement, ça pèse, et puis on va laisser les gens compétents travailler, et le tout, c'est que l'actionnaire ait compris ce que représentait ce club-là, que le sportif était important, que les supporters étaient une entité, les supporters, quand je parle des supporters, je parle de tous les supporters, parce que tous les supporters se sont sentis attaqués par l'ancienne direction. Voilà, déjà on va dans le bon sens, après il faudrait que ça gagne. Ouais, justement, du coup, ça me permet de faire une parenthèse sur le fait que les supporters ont fait comprendre à ma cour qu'ils aimeraient avoir au sein du club des personnes engagées, des anciens certainement de l'OM, des gens qui aiment Marseille, qui aiment l'OM, qui connaissent, qui ont une expérience. Si on fait appel à toi, du coup, bon, avec l'expérience que tu as eue, tu n'aurais pas forcément envie d'y retourner. Il y a un truc, c'est que moi, j'ai un métier aujourd'hui. Je suis consultant dans les médias depuis maintenant bientôt 15 ans.
je pars du principe que si j'ai une idée derrière la tête de venir un jour dans le milieu du foot, je suis plus crédible en tant que consultant. Ça veut dire que quand je parle parce que derrière j'ai une arrière-pensée ou une envie. Non, mon métier c'est consultant dans les médias et ça le restera tant que mes patrons le voudront. Et puis quand je ne conviendrai plus, je dégagerai et puis je ferai autre chose. Mais je peux pas faire... D'abord, c'est pas mon métier d'être dirigeant de club, parce que pour moi, c'est un vrai métier. Il faut garder un contact, il faut avoir un réseau, il faut savoir prendre son téléphone pour appeler un mec. Moi, j'ai déjà du mal à appeler mes copains qui sont entraîneurs pour leur demander si ça va. Donc, je vais pas le... C'est pas mon métier. Et ensuite, si je commence un jour à avoir l'idée de revenir dans le foot, mon métier, je le fais plus bien. Voilà. Alors, je dis sûrement des grosses conneries quand je fais consultant, parce qu'on en dit tous, et c'est ça qui est bien dans le foot, c'est que personne n'a la vérité, et puis on peut dire des grosses conneries, mais au moins quand je dis des conneries, c'est les conneries que je pense, c'est pas des conneries pour gratter un poste dans un club, quoi. Voilà. Je suis libre de ce que je dis, et je pense que ceux qui m'écoutent n'ont pas envie d'entendre un mec qui, quand il parle, pense à un autre truc, quoi. J'ai un peu de mal avec ça. Enfin, moi, je peux pas faire ça, en tout cas, comme ça. Après, c'est ce qu'on nous reproche, parce que je nous mets aussi dans le saut, c'est-à-dire que nous, consultants, observateurs, journalistes, c'est d'avoir d'être toujours dans la critique, positive ou négative. Et finalement, on a envie de dire, mais beaucoup nous disent, des supporters, etc. Oui, allez-y, oui, c'est difficile. Mettez les mains dans le cambouis, oui, bien sûr. Non, mais c'est légitime et ça peut s'entendre. Mais moi, quand un supporter me dit ça, les gens les plus virulents envers le club, envers leur club, là il s'avère qu'on parle de l'OM, mais tous les supporters sont pareils. Les gens les plus durs envers les clubs, ce sont les supporters. Moi je vis à Marseille, mes potes sont supporters de l'OM. Si je dis la moitié de ce qu'ils me disent sur le club, je passe pour un fou qui voilà, parce que les supporters sont c'est de la déception amoureuse la plupart du temps. Hein. Quand tu es déçu de la chose que tu aimes, tu es très, très virulent. Moi, quand je parle de l'OM, et des fois je peux être très dur avec l'OM, c'est aussi de la déception amoureuse des fois quand je m'exprime. Moi, je pars du principe que tout le monde peut parler quand il y a des consultants qui n'ont pas été joueurs de foot, il y a des observateurs du foot qui sont loin du foot mais qui connaissent le foot. Tout le monde peut parler de football. Il n'y a pas de vérité dans le football. On peut dire des choses vraies, on peut dire des conneries. Et c'est ça qui est bien dans le foot, justement. Voilà. Après, ben oui, le football actuel fait que il y a beaucoup de médias qui parlent de foot. C'est ce que je dis souvent aux joueurs quand très rarement on m'interpelle sur ce que j'ai pu dire sur eux ou sur... ça m'est arrivé il y a quelque temps avec un papa d'un joueur que je connais très bien qui m'a appelé pour un truc qui n'était pas sympa pour son gamin. Je lui ai dit, mais c'est con parce que chaque fois que j'ai dû dire un jour du mal ou pas gentil, j'ai dû dire au moins 20 fois du bien. Tu m'as jamais appelé quand j'ai dit du bien. Et ensuite, si ton fils a le contrat qu'il a et gagne autant d'argent, c'est parce que les médias s'intéressent à ce sport et ont mis beaucoup d'argent sur ce sport. Moi, quand je jouais, on était moins embêtés par les consultants ou par les émissions de foot ou par les émissions de débat de foot, parce que c'est la mode. Voilà, parce que c'est la mode des émissions de débat de foot. Il n'y avait pas tout ça, mais on gagnait 10 fois moins que les mecs d'aujourd'hui. On n'avait pas cette exposition-là, et voilà. Donc tu ne peux pas faire que les mariages, c'est-à-dire avoir tous les avantages de la notoriété d'aujourd'hui, c'est-à-dire les salaires, les sponsors, les machins, et ne pas vouloir les inconvénients. Les inconvénients, c'est que il y a des émissions de talk et de débat sur le foot où des fois ça déborde un peu. Je pense qu'un joueur d'aujourd'hui parce que ça dit simplement la vérité. Bien sûr, oui, bien sûr. C'est difficile de dire que ça a bien joué si ça a mal joué, quoi. Ou de dire qu'un mec a été bon s'il n'a pas été bon. Il a pas de la crédibilité aussi. Moi, j'ai du mal. Si je dis que l'OM a bien joué quand ils ont mal joué, je passe pour un con, quoi, tu vois. Même déjà quand on me taxe par rapport à mon passé de pro l'OM, donc il faut quand même un minimum, voilà. Donc oui, c'est
c'est le foot d'aujourd'hui et les médias en font partie et les médias en font des tonnes, mais c'est ce qui fait aussi que cette visibilité-là. Il y a beaucoup de sports qui aimeraient avoir des talks sur leur sport tous les jours, avec les salaires qui vont avec, avec la notoriété, les droits télé qui vont avec. Ça fait partie de... Voilà, le football est un sport populaire. Et oui, et justement, on parle beaucoup de médias dans le monde du football, et cette semaine, il s'est quand même passé pas mal de choses, dont l'arrivée de Macourt, son intervention. T'en penses quoi ? Il nous prend pour des jambons ou pas ? Bon, déjà, on ne peut pas reprocher à l'actionnaire de jamais être là et de ne pas venir. Enfin, moi, en tout cas, j'ai lancé l'appel à la radio quand on a parlé de l'OM. J'ai dit, on a envie d'entendre M. Macourt et on aimerait qu'il vienne nous voir, quoi. Donc, on ne peut pas lui reprocher de ne pas venir et de ne pas nous parler. Et quand il vient et qu'il nous parle, de dire il nous enfume. Il est venu, déjà, il a pris une décision forte, c'est d'écarter Jacques-Henri Hérault. Alors écarter loin ou pas loin, ça on verra à l'avenir. D'à côté. Voilà, non mais ça c'est pareil, moi j'ai un doute, hein, surtout qu'il y a encore des hommes à lui au club, donc il a toujours un pouvoir de nuisance. Mais on peut pas, il a déjà pris une décision que beaucoup demandaient. Il y a les supporters qui le réclamaient, mais il n'y a pas que les supporters qui le réclamaient. C'est-à-dire qu'on sentait que cet homme n'était pas dans son milieu et qu'il n'était pas dans son élément à Marseille. Complètement. Moi, je l'ai dit, donc je peux le répéter. Je pense qu'il n'aimait pas la ville, qu'il ne nous aimait pas, qu'il n'aimait pas la mentalité. Et ça fait pas de lui un homme irrespectueux. C'est juste pas la même mentalité que nous. Et donc, moi, j'ai rien contre l'homme Jacques-Henri Hérault, mais il n'était pas dans son élément. Pour moi, il n'était pas dans son élément. Donc, il a pris une décision que tout le monde attendait. Il a mis un président qui est à la mode ici en ce moment. On verra ses compétences pour gérer autre chose que le sportif. Il a apaisé le problème avec les supporters et il a fait en sorte que la convention reste avec les clubs de supporters. Déjà, il a fait une grande partie de ce qu'on lui demandait. Maintenant, l'autre partie, c'est... quid sportivement, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les ambitions du club. Il se trouve que mardi soir j'étais à ses côtés sur une émission sur RMC du coup, puisqu'on est descendu faire l'émission à Marseille. On n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse sur dire on veut jouer l'Europe tous les ans et on veut toucher la Ligue des Champions, toucher de près ou de loin, à la limite on s'en fout, c'est des mots. Il faut des moyens, quoi. C'est une équipe qui joue régulièrement la Ligue des Champions, c'est au-dessus de 150 millions, quoi. Voilà. Et puis ça passe par un recrutement de joueurs de haut niveau. Moi personnellement, j'ai pas l'impression que c'est le projet qu'on va mettre en place. Moi, quand je pose la question sur le petit Camara, de savoir ce qui se passe à la fin de l'année, s'il y a une belle proposition et qu'on me dit tout est à vendre, tout a un prix, et si on a une belle proposition, on le laissera partir. Moi, je pense que le message est terrible. Le message fort, c'est on veut être dans les 3 premiers du championnat, peut-être même choper un titre de champion un jour, et on garde nos petits jeunes qui sont de futurs grands, et on va les entourer avec des bons joueurs. Ça, oui, si tu perds déjà moi, le petit Camara, c'est un joueur énorme qui mériterait de rester 1 ou 2 ans de plus ici, aux côtés du petit Gueye, parce que les deux me plaisent énormément. Et les perdre serait un mauvais signal pour le projet OM. C'est pas tout. Cohérent. Voilà, c'est tout. Maintenant, que M. Longoria soit capable de faire des coups sur le recrutement pour faire des plus-values, pour faire du trading, pour faire ce qu'a fait Monaco, à un niveau très élevé, mais Lille ces derniers temps, ok, mais est-ce que c'est ça que les supporters veulent? Et surtout, est-ce que c'est ce qu'on nous vend aujourd'hui en nous disant qu'on veut être dans les 3 premiers régulièrement? J'ai un doute. Voilà, j'ai un doute, mais je laisse la chance au produit. Oui, c'est un peu le côté catastrophique de la communication, parce que l'erreur avait déjà été commise avec le fameux Champions Project. Là, il remet une couche avec la Champions League. Oui, mais là, alors après, c'est pour ça que moi, j'essaie de dédramatiser à ce niveau-là, c'est-à-dire que ne jamais oublier que cet homme est américain, que dans sa culture, tout est possible, quoi. C'est-à-dire que
je suis sûr qu'aux États-Unis, l'an dernier, en début de saison, il y a un mec de Tampa Bay qui a dit on va gagner le Super Bowl. Alors qu'ils n'avaient jamais gagné, qu'ils avaient pris un quarterback qui était à la retraite et à l'arrivée, il le gagne. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, tout est possible. C'est la manière dont ils le font du sport là-bas, c'est-à-dire avec les drafts, avec le fait qu'on essaie toujours de rééquilibrer les équipes les plus faibles et tout pour que le championnat soit équilibré. Tout est possible. Et on peut dire en début de saison, on va être champion des États-Unis ou champion du monde ou de l'univers. C'est pour ça qu'il faut, il faut le prendre de qui ça vient. Il ne faut pas s'arrêter sur ça. Je pense qu'il a voulu dire on veut être européen tous les ans, on veut revoir la Coupe d'Europe tous les ans. Peut-être que si un jour on a les moyens de la gagner, voilà. Mais l'OM est à des années-lumière de pouvoir regagner un jour la Ligue des Champions. Il n'y a qu'à voir les moyens qu'ont mis Paris dans leur projet et ce qui se passe. Et de voir le budget et les écuries qu'il y a en Europe qui, eux, prétendent la gagner. La Juve ne l'a plus gagnée depuis 25 ans. C'est pas le même club quand même. Enfin, c'est pas le même club. C'est le même club au niveau historique, mais c'est pas les mêmes moyens. C'est pas la même écurie qu'il y a derrière et les dirigeants sont des grands professionnels et des connaisseurs de foot. Le Bayern, City, l'argent qu'ils mettent City depuis des années où ils en sont loin. Donc mais les Marseillais le savent ça. Oui, personne ne croit, quand on dit ça, personne ne croit que c'est possible dans l'immédiat. Voilà. Et il faut surtout le prendre de qui ça vient, c'est-à-dire d'un monsieur qui a mis de l'argent, qui a mis beaucoup de l'argent pour lui et qui pense que tout est possible dans le sport comme dans son pays. Voilà, c'est pas grave. Et est-ce que tu penses que l'erreur de McCourt, ça a été justement évidemment de s'entourer de personnes qui avaient vraiment une mentalité purement entrepreneuriale, on va dire, de gestion d'entreprise? Parce qu'au début, le projet Héros, il n'est pas si mauvais que ça. L'idée de restructurer le club, de changer un petit peu le côté marketing, de s'occuper vraiment des choses qui faisaient défaut, on va le dire, au club 1 quand même, qui ne fonctionnait pas par rapport à des grosses machines d'autres. Donc est-ce qu'il s'est pas trompé justement en prenant des personnes qui comprenaient rien au foot? Parce que l'affaire, elle est là. Et aujourd'hui, il veut vraiment recentrer tout le sportif, sur le sportif, avec Longoria en tête de gondole pour... C'est pour ça qu'au moment de faire le bilan de Jacques-Henri Hérault, il n'y a pas que du négatif. Attention, là, c'est taper sur lui, c'est à la mode et c'est facile. Ne jamais oublier que le club a fait une finale de Ligue Europa sous sa présidence. Ne pas oublier que le club s'est doté d'infrastructures au CESN où le club est chez lui pour faire jouer ses jeunes. Ne pas oublier que il y a eu le contrat Puma, je crois. C'est un contrat qui est intéressant. Une Next Génération aussi, avec la partenaire. Il y a eu des choses de fait. Le gros problème qu'il y a eu, c'est que à un moment donné, il y a eu des erreurs stratégiques sur le recrutement. Il y a eu des erreurs qui ont été faites au tout début de projet, qui a plombé le projet, mais ça arrive à tout le monde. Moi, le reproche que je pourrais faire à l'ancien président, c'est juste de ne pas avoir capté la particularité de ce club, l'atmosphère de ce club, de ne pas avoir écouté des gens du cru qui le conseillaient et qui auraient pu l'empêcher d'aller dans le mur et qu'il est parti dans son projet sans s'arrêter sur ce qui se passait autour de lui. Il faut que le club garde toujours un lien avec les supporters. Les supporters n'ont pas tous les droits, les supporters sont des supporters, mais les supporters dans cette ville ne font pas que supporter au stade. Voilà, ils ont un vrai lien, un vrai rôle social. On ne peut pas se vanter d'avoir un stade extraordinaire et de montrer aux investisseurs qui viennent, regardez comme c'est beau le stade et les tribunes avec les tifos, les chants et les machins, pour les dénigrer derrière. C'est une composante qui n'est pas la composante la principale, mais qui est une composante importante, et d'avoir voulu couper les liens avec les supporters. On ne peut pas... Moi,
moi, je l'ai vécu comme une insulte personnelle. Quand il a fait sa sortie sur les salariés marseillais, qui sont trop nombreux et qui prennent trop à cœur une défaite de l'OM, je me suis senti blessé. Mais tous les Marseillais, je pense que mais c'est sa première erreur. Pour moi, c'est son erreur fatale pour moi. C'est-à-dire comment. Enfin, je veux dire, au Bayern, je suis sûr qu'à la Juve, il y a beaucoup de supporters de la Juve qui travaillent à l'intérieur du club et ils sont très malheureux quand la Juve perd aussi. C'est bizarre. Et au Bayern, c'est pareil. Je suis sûr. Et au Real, pareil. Au Barça, pareil. C'est fou, quoi. Tu vois, pour moi, cette communication est terrible et montre que après tant d'années, parce que ça faisait quand même un moment qu'il était là, il n'avait pas capté ce qu'était ce club et ce qu'était le football dans ce club-là. C'est une religion. C'est dommage. C'est dommage et il a payé cher. Mais on ne peut pas enlever les bons côtés que beaucoup ont évacués, qui seront peut-être oubliés. Non, il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, parce que moi j'ai connu ce club-là. On parlait tout à l'heure du club que j'ai connu moi, quand je suis arrivé. Il n'y avait pas de centre d'entraînement, il n'y avait pas de terrain d'entraînement. J'ai même joué en pro à Luvonne. Moi j'ai connu, on se changeait au stade Vélodrome, on prenait la voiture, on allait soit à Luvonne, soit à Lumini, soit à Saint-Menet, s'entraîner en survêtement, avec des survêtements dépareillés. J'ai connu tout ça. Enfin, je veux dire, le club a changé quand même. Le club a changé. Alors, le président Robert Louis Dreyfus a fait beaucoup de choses pour le club, plus que l'actionnaire aujourd'hui, mais c'est normal, il est resté plus longtemps. Mais ils ont fait, moi, le CESN, c'est quand même un truc, un outil extraordinaire pour le centre de formation et pour les jeunes, quoi. Tout à fait. Il y a une question de Cascarinette, justement, qui s'appelle. Quel est le joueur joli. Je l'ai croisé à Londres, Tony Cascarino, il n'y a pas longtemps. Il est consultant vedette en Angleterre et très reconnu et très écouté. Et il donne parfois son avis sur l'OM d'ailleurs quand on va il est graissant. Ouais, il y va. Là, quand on parle des consultants en Angleterre, ils y vont fort. Ah oui, ils rigolent pas. Là-bas, ça rigole pas. Ça rigole pas. Quel est le joueur avec qui tu as joué à l'OM que tu respectes le plus? Alors, je les respecte tous. Oui. Je les respecte tous. Moi, alors c'est dur d'en sortir un. Moi, j'ai une. Je suis obligé d'en citer 3 pour divers trucs. Premier, Karl-Heinz Foster. Moi, quand j'arrive, reconverti arrière-gauche, hop, je me tourne à droite, j'ai un monstre du football de l'époque, meilleur défenseur central du monde, qui est un amour d'homme et de joueur. Et j'ai appris mon métier de défenseur à ses côtés, donc ça aide. L'apprentissage devient express. Et surtout, moi j'ai souvenir le jour où il part. Il avait été beaucoup blessé, il n'avait pas beaucoup joué la dernière saison. On perd, je crois, une demi-finale de Coupe de France. Le lendemain, on fait un apéro pour se dire au revoir. Et ce mec-là vient de nous dire au revoir dans le vestiaire. Je fais attention parce que je suis capable de pleurer en parlant de ça, parce que je suis rentré chez moi, je chialais. C'est-à-dire, ce mec est venu nous dire au revoir, il n'avait plus joué depuis un moment. Il est parti comme si de rien n'était de l'OM, Et je me souviens, mon ex, ma copine de l'époque, j'étais rentré, je chialais à la maison parce que Karl-Heinz nous avait dit au revoir autour d'un verre comme un joueur lambda, quoi. Et ce mec m'a touché. Après, Enzo Francescoli, qui est un monstre de joueur, qui a joué qu'un an à l'OM, mais il jouait devant moi. Et c'est bizarre, cette saison-là, je crois que j'ai pas raté une seule relance, parce que même quand je lui envoyais un saucisson, il le transformait en caviar. Donc et puis c'était un homme merveilleux. C'est pas le hasard si Zizou a appelé un de ses fils Enzo, parce que il était fan d'Enzo Francescoli. Je l'ai recroisé parce qu'il vivait en Floride. Voilà, c'est un homme merveilleux. Et puis le troisième, Carlos Moser, parce que l'histoire, je l'ai racontée 100 fois, mais je peux le raconter encore une fois. Dans ce métier-là, c'est rare les mecs qui se mettent en avant pour toi. À Bari, je m'étais pété les croisés 15 jours avant. Il y avait de grandes chances que je joue pas. Je crois que le boss ne voulait pas trop que je joue. Et c'est Carlos qui était allé voir le boss en lui disant Eric, il a fait toute la campagne jusqu'à maintenant. S'il faut que je cours pour deux et que je défende plus de son côté pour qu'il joue, je le ferai et tout et tout. C'est-à-dire qu'il est allé se mettre en avant pour moi. Alors que bon, on était potes, bien potes même, mais c'était pas mon frère, quoi. Hein. Donc, oui, il était pas obligé de le faire, donc ça, c'est un truc que je n'oublierai jamais. Bon, et sans compter le joueur, je l'ai vu entamer des mecs comme personne. Donc c'était quand même une grande référence dans la boucherie. C'est clair, il avait son
brevet de boucher. Ah oui, non, ça c'était le professeur. Quel charisme aussi, parce que. Ah oui, monstrueux. Il nous a fait passer un cran et dire que Karl-Heinz et Carlos ont joué quelques matchs ensemble. Malheureusement, Karl-Heinz a été beaucoup blessé cette saison-là. Mais les deux en défense centrale, alors là, tu pouvais aller devant, tu ramassais que les miettes. C'est merveilleux. Désolé, j'ai donné 3 réponses. Désolé. Non, mais c'est pas mal. Beaucoup de remerciements sur le chat par rapport à ta présence ici. Donc, est-ce que c'est toujours agréable d'écouter parler Eric Dimeco? Merci pour le live Olympia 9. Et on a Freeman qui nous dit donc merci à Eric, merci pour tout ce qu'il a fait comme joueur, merci pour sa passion au micro en tant que consultant, et merci pour ce qu'il nous a transmis, émotion, valeur, justesse dans l'analyse, etc. J'ai bien fait de venir. C'est plutôt pas mal. Merci. Je voulais parler avec toi d'autres choses. Bon, évidemment, l'OM, on en a fait le tour, mais au niveau de la fédération, là, ce qui se passe au niveau des droits télé et tout, quelle est ta vision par rapport à la catastrophe économique que ça représente? Parce que on peut dire que c'est quand même une sacrée mauvaise décision au niveau de la fédération. Ouais. Alors après, l'aveuglement du milliard qui était l'objectif qu'on a demandé aux anciens dirigeants de la Ligue a ébloui un peu tout le monde, quoi. Ah oui, c'est l'appât du gain qui a fait tourner les têtes, quoi. Mais après, moi, autant tout à l'heure on disait, on peut parler. Est-ce que c'est possible de refuser ce genre de proposition d'un investisseur qui, même si ils avaient été retoqués en Italie parce qu'il n'y avait pas de garantie bancaire, parce que c'est quand même Mediapro, c'est quand même. Moi, je me souviens quand je bossais à Bein, c'était eux qui faisaient toutes les productions des matchs en Espagne, même sur les matchs de Coupe d'Europe, de partout où on allait en Europe. Il y avait un vrai savoir-faire sur la production de matchs, donc sur le nerf de la guerre finalement quand on monte une chaîne de télé. Et donc moi. Je suis pas sûr que j'aurais été meilleur que les autres si j'avais été en charge de dire oui ou non à ce moment-là, quoi. Alors qu'après, avec l'histoire du Covid, ils se sont rendus compte que c'était plus viable, ou peut-être qu'ils ont acheté trop cher un produit qui, ça, finalement, n'était pas rentable pour eux, et que tout le monde se soit rendu compte que c'était une catastrophe économique. C'est compliqué aujourd'hui c'est facile aujourd'hui de dire ce qu'il fallait faire, quoi. Je suis pas sûr qu'à l'époque, même si certains ont dit attention quand même, c'est bizarre, c'est un peu surpayé. Quand on voit le niveau de la Ligue 1, on aurait dû peut-être se poser cette question-là. Est-ce que quand quelqu'un achète un produit qui est au-dessus du prix, il va arriver à le vendre? Ça, oui. Ça, il y a des gens peut-être qui auraient pu et peut-être qu'il y a des gens qui ont tiré la sonnette d'alarme. Moi, je ne sais pas. Oui, c'est probable. Mais voilà, maintenant, quand un club, on lui explique que son budget va passer de 10%, 20% de plus grâce à ça, c'est difficile de dire non. Ouais. Et pourquoi on a toujours les mêmes personnes, en fait, dans les instances dirigeantes du football français, selon toi? Parce que c'est de la politique. C'est de la vraie politique. Parce que moi, pas d'anciens joueurs, pas de. Oui, mais moi, c'est pareil. Il faut aller au charbon, quoi. Enfin, c'est-à-dire que pour devenir président de la Fédé ou être à la Ligue, il faut déjà être dans les instances, travailler, faire du lobbying, faire de la politique, parce que c'est de la politique, c'est un vrai métier. Ça s'improvise pas, quoi. Et donc, moi, je le dis franchement, je me sentirais pas capable d'aller faire tout le travail qu'il y a en amont pour devenir président de la Fédé, c'est-à-dire gravir les échelons, aller faire... voilà, c'est pas parce qu'on a été ancien joueur qu'on est légitime à faire ça. On a une légitimité supplémentaire si on fait le job. On parle beaucoup de Marc Keller, qui est président de Strasbourg, qui est proche de Noël Le Graët et qui sera peut-être un jour président de la Fédé. Mais Marc, il est allé au charbon. Il est allé au charbon. C'est-à-dire qu'il a repris un club, il a fait monter, il a structuré, il le fait réussir, il va dans les instances fédérales. Voilà, on ne se lève pas un matin parce qu'on a été champion du monde 98 ou champion d'Europe 93 en disant moi je vais être président. Ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Eh bien, écoutez, merci une dernière beaucoup. Petite question, peut-être concernant les entraîneurs. Je voulais savoir un peu ce que tu en penses. On a eu Villas-Boas, ensuite Nasser Largué qui nous a quand même bien aidé. Et là, apparemment, Sampaoli vient d'arriver sur Marseille. Qu'est-ce que tu en penses? Il a le charisme pour... moi, je suis impatient de le voir à l'œuvre parce que c'est un personnage particulier dans le football. Il est passé, alors très peu en Europe parce qu'il est resté un an à Séville, mais au Chili, il a marqué les esprits. Là même, il sort d'une expérience au Brésil où là-bas aussi, il a marqué les esprits. Avec le Chili, il a gagné.
Moi, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner dans un club particulier, un entraîneur particulier. J'avais une réticence, c'est de le voir arriver et de le voir travailler avec Jacques-Henri Hérault parce que c'est l'eau et le feu. Et surtout, le contexte précédent était quand même tendu pour lui. J'avais peur que les supporters disaient tous c'est un écran de fumée l'arrivée de Sampaoli, donc j'aurais été embêté qu'il arrive avec un a priori défavorable par rapport à ça et surtout qu'il puisse pas travailler par rapport aux problèmes qu'il y avait. Là il arrive dans un moment un peu plus apaisé. Avec un groupe qu'il n'a pas choisi, qu'est-ce qu'il aura comme moyen l'année prochaine pour pouvoir mettre en place ses idées. Par contre, une chose est sûre, c'est que là, il va secouer un peu les mecs là et il va falloir recommencer à courir 12 km par match pour faire du football plutôt que 9 quoi. C'est voilà, déjà ça suffit à bah oui, la base. Mais c'est rigolo parce que je sais pas si nos téléspectateurs et les gens qui nous écoutent ont remarqué ça, mais moi j'ai vu des mecs hier soir faire des courses de repli et des alors le match n'a pas été fabuleux, hein, mais j'ai vu des efforts faits que j'avais pas vus. Donc peut-être que de savoir qu'il y avait Macourde à la tribune et Sampaoli devant la télé, rien que ça fait galoper un peu des mecs, c'est bizarre. Voilà. Donc là, ça va peut-être rebooster un peu les mecs. Quoi. Ah, c'est possible. Bah oui, c'est quand même un peu la base du métier, quoi, courir. Hein. Ah ouais. Recommencer à bosser, c'est ce qu'il leur faut principalement. Oui, déjà ça, se remettre à... Moi, j'ai commenté la Ligue des Champions, je suis pas sûr que physiquement on avait le niveau pour faire la Ligue des Champions. Je suis pas sûr. Alors la préparation a été particulière avec le Covid, attention, il faut mettre tous les bémols qui vont avec, il n'y a pas de souci. Mais par contre, on n'a pas fait des matchs physiquement de Ligue des Champions. Voilà, donc peut-être qu'il y aura... Mais ceci dit, Paris, c'était pareil. Hein. Pochettino, quand il est arrivé à Paris, là, la première chose, moi je sais, il n'a pas dit dans les médias, mais tous les suiveurs de chez nous qui ont un peu l'oreille, là, il a remis à niveau les mecs. Hein. Mbappé, il était free. Et comme par hasard, il commence à galoper comme un lapin. Et l'autre, ça fait un mois qu'il a dû le faire travailler comme un fou. Et voilà, il n'y a pas de secret dans le football. Cette année était particulière parce que normalement le mois de préparation est primordial pour faire une bonne année. Bon, mais là cette année les clubs l'ont pas eu ou l'ont eu de manière trop particulière. Mais déjà s'il remet à un niveau physique, d'après ce que j'ai compris, il aime bien ça les mecs. Il y a des bons joueurs dans cette équipe. On n'est pas la meilleure d'Europe, on n'est pas la meilleure de France, mais il y a moyen de faire mieux que ce qu'on a vu ces derniers temps, quoi. Oui, c'est la frustration de l'ensemble des supporters. Il me semble. Tout à fait. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Un petit mot pour les supporters. On serre les fesses encore quelques mois parce que c'est dur de pas aller au stade, parce que cette année on a un peu souffert, hein, la Ligue des Champions, les mauvais résultats, les problèmes qu'il y a eu. Voilà, on essaie d'être indulgent sur les premiers matchs de Sampaoli parce que lui aussi il est parachuté en ce moment, ça va pas être évident pour lui. Et puis on regarde ce qui se passe à la fin de la saison, le recrutement, puisque M. Longoria donc, est là pour ça. Et puis l'année prochaine, déjà on espère qu'on va pouvoir retourner au stade. J'espère que vous allez pouvoir retourner au stade. Parce que remontrer un peu à tout le monde ce qu'est le stade Vélodrome en feu. Parce que certains l'ont oublié. Et c'est un peu dommage. Moi je le répète, hein, je vais dans le monde entier. Enfin, je suis allé dans le monde entier commenter des matchs. Je vais en Angleterre, je vais partout. Marseille. Ça reste Marseille. Marseille, la Turquie. Ah ouais. Non, mais si tu veux voir du feu dans un stade, il faut... Est-ce qu'on peut voir du feu pour parler de ton t-shirt dans tes concerts? Et après, on te laissera tranquille. Ce sera le dernier mot. C'est ma passion, ça, c'est la musique. Donc, Osiris Cover Band. C'est une reconversion qui m'intrigue. Ouais, on fait des concerts, pas mal sur la région pour le moment, mais on espère aller un peu en dehors. On fait des reprises d'Oasis, Tribute, c'est à la mode. Hommage à Oasis. Donc, on reprend tout leur répertoire. Quand vous venez nous voir, on a l'impression de voir un concert d'Oasis, j'espère. Et puis, ouais, suivez-nous sur Instagram. Comme ça, vous verrez un petit peu les concerts. On doit être à Allo le 9 juillet, à Tretz le 28 août et d'autres dates qui vont tomber, on espère, parce que bon, malheureusement on espère que ça va revenir. Osiris sur Instagram. Voilà. Osiris sur Instagram. Merci beaucoup Eric d'avoir répondu à vous, merci. J'embrasse tous les supporters, je sais que vous êtes très suivis. Ouais, c'est clair. Merci également, donc on le répète, à Sat, donc spécialiste de la crypto-monnaie, et Héros de Santé qui nous sponsorise pour cette émission, qui nous permettent de faire le Salon des légendes. Merci encore Eric, merci Marjorie. Merci Stéphane, merci Eric. Et merci surtout à toute la communauté qui nous suivait si nombreux chaque jour. On se retrouve très bientôt sur le Phocéen dès ce soir pour le talk show. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.